Un pêcheur, c'est fait pour pêcher. Cette phrase du film en dit long sur les enjeux auxquels les bateaux de pêche sont confrontés aujourd'hui. Des enjeux qui voient s'affronter deux visions quasi antagonistes de la réalité et de l'avenir. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sybille Dorgeval. Bonjour, vous êtes co-réalisatrice de ce film. On vous avait vu jusque-là plutôt sur des films à l'étranger, sur des questions internationales. Qu'est-ce qui vous a conduit, avec votre co-réalisatrice, à vous intéresser à cette question de la pêche en France ? Alors en fait, j'ai partagé la vie d'un marin-pêcheur pendant 4 ans à peu près. Effectivement, je ne connaissais pas du tout spécialement le milieu de la pêche. Je connaissais un petit peu la mer. Mais du coup, j'ai découvert comme ça ce métier dont on ne parle pas beaucoup et qui reste assez mystérieux parce que ce qui se passe en mer reste en mer. Ce qui se passe sur un bateau reste sur un bateau. C'est souvent un adage qu'utilisent les marins. Et du coup, j'ai découvert ce métier qui est d'une dureté, qui est d'un engagement, d'une passion aussi. Et ça m'a fascinée. J'ai vraiment j'ai eu envie de comprendre comment ça se passait et puis toutes les choses auxquelles ils se trouvaient confrontés, toutes les préoccupations. Aujourd'hui, on voit dans les journaux, on voit à la télé des choses très alarmistes. Il n'y a plus de poissons, c'est la catastrophe, etc. Et on a eu envie de revenir dans l'histoire et de se dire mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui, comment on a pu en arriver là voilà, aujourd'hui ? on fait une situation alarmiste. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu des mauvais choix ? Est-ce que c'est la fatalité ? Et voilà, donc on a voulu vraiment revenir sur cette histoire à partir de l'après-guerre, pour essayer de dénouer ces fils et de comprendre cette situation dont souffrent beaucoup les marins-pêcheurs. Et à l'aune justement de cette enquête, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat en fait ? Mais ce qui était passionnant, c'était de rencontrer les différents acteurs de ce milieu, donc des ONG, des pêcheurs, des politiques, et de se rendre compte qu'effectivement c'est très complexe en fait de mettre ensemble plein de préoccupations qui sont différentes. Quand un pêcheur dit effectivement un pêcheur c'est fait pour pêcher et qu'il entend des gens d'une ONG qui lui disent il faut tout arrêter parce que la ressource va pas bien. La personne, elle nourrit sa famille, elle gagne sa vie, c'est son travail. Tout d'un coup, on lui dit, en gros, on arrête, on te met au chômage technique. Donc c'est très difficile pour un pêcheur d'accepter ça. Et puis à la fois, la préoccupation de la ressource, elle est réelle, quoi. Donc c'est voir comment tous ces gens ont appris au fil de l'histoire à dialoguer, comment ils essayent toujours, c'est vraiment pas facile. On sent qu'il y a des frictions quand même énormes, cette violence qui a son point un peu de climax lors de l'incendie en 1992 du Parlement de Bretagne et de cette opération à Rungis. On a presque oublié en fait cet état de violence. Est-ce que vous diriez qu'entre-temps les choses se sont calmées, qu'on est sorti de ce climat-là ou pas ? En tout cas, certains pêcheurs me disaient nous, souvent, on parle pas, et puis au moment où on s'exprime, c'est que c'est déjà trop tard, et du coup, ça déborde, quoi. C'est des gens qui sont assez bruts, quand on s'affronte aux éléments, de la façon dont ils le font, voilà, c'est quand même... Et ils se sentaient incompris, pas écoutés, etc. D'où ces explosions de violence. Aujourd'hui, la plupart me disent on s'est rendu compte que c'était contre-productif aussi, cette violence. Et que voilà, on a appris à comprendre les règles politiques de Bruxelles, on a appris à dialoguer. Et puis, il y a eu des efforts aussi de la part des ONG, des politiques, d'aller vers eux. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, qu'effectivement, ça a évolué, cet état de dialogue. Et diriez-vous que, d'un point de vue plus culturel, les pêcheurs d'aujourd'hui ont pris conscience, en fait, de cette raréfaction de la ressource, que la surpêche est quelque chose en fait contre lequel il faut lutter. Est-ce qu'il y a eu aussi un changement de culture dans ceux que vous avez rencontrés ? Je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience très forte. Au début, il y avait une réticence parce que les pêcheurs avaient l'impression que tout d'un coup, des gens qui ne connaissaient pas la mer venaient dans leur domaine juste pour leur mettre des restrictions. Des contraintes. Et aujourd'hui... Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients que ça a sauvé aussi leur métier, qu'aujourd'hui, il y en a qui sont même les premiers à proposer des changements, à essayer d'être proactifs aussi là-dedans. Et c'est très important que eux aussi participent à cette évolution du métier, en fait. Parce que c'est ça qui va les sauver et qui va permettre que, éventuellement, leurs enfants soient pêcheurs, que ça disparaisse pas. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est effectivement la problématique qui se pose. Il n'y a jamais eu aussi peu de pêcheurs en France, aujourd'hui, on a avec un littoral qui est un des plus grands d'Europe, quoi. Voilà, on a 20 000 marins-pêcheurs. Dans l'imaginaire des Français, on a un pays de pêcheurs, on a des marins-pêcheurs, tout le monde aime dire « j'ai acheté mon poisson aux pêcheurs, etc. sur le quai. » J'étais à la criée. Voilà, etc. On est très fiers de ça. Et puis à la fois, on
ne participe pas forcément à l'économie de ces marins-pêcheurs. Effectivement, c'est bien d'aller vers eux, quoi, et de les aider à... C'est ça qui va sauver la pêche, selon vous, recréer du lien entre le citoyen consommateur et les pêcheurs, avec peut-être moins d'intermédiaires. Je pense qu'effectivement, c'est très important. Mais même comme pour tout ce qui touche à la nourriture aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'agriculture, ce qu'on voit dans la pêche, c'est vraiment très important de savoir à nouveau d'où viennent les choses, en fait. De se rendre compte que, effectivement, c'est pas normal de voir un poisson en carré. avec, ouais. C'est des sketchs qui datent des années d'il y a au moins 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une réalité d'essayer de savoir d'où ça vient et que cette ressource, elle doit être protégée, elle est rare. Et c'est la même chose pour l'agriculture, d'essayer de vraiment que les gens soient conscients de ce qu'ils achètent et de chercher des aliments de qualité. C'est pour la santé de tout le monde, c'est pour la santé de la mer, c'est pour la santé des pêcheurs, pour l'économie. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important dans tous les domaines, je pense. Bon, écoutez, justement, c'est de ce dont on va débattre avec mes invités. Merci beaucoup, Sybille d'Angeval, de nous avoir accompagnés. Alors, une pêche durable est-elle possible? Comment concilier ces chalutiers industriels dotés de technologies de pointe et le renouvellement des ressources? Doit-on en finir avec ces vaisseaux marins et revenir à une petite pêche artisanale? C'est la question que je vais poser à mes invités. Alain Cadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, membre des Républicains, président de la commission de la pêche, donc du Parlement, et vous êtes par ailleurs président du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Tout à fait. Bienvenue à vous. En face de vous, Frédéric Lemanac, bonjour. Vous êtes directeur scientifique de Bloom. C'est une association qui milite pour la protection de l'océan et des espèces marines, tout en prenant des emplois durables. C'est bien ça? Tout à fait. J'ai bon, c'est parfait. En face de vous, Hubert Carré, directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages maritimes. Donc le SIG, c'est CNPMEM, c'est ça. Parfait. Et enfin, Stéphane Baucher, vous êtes consultant indépendant en politique publique de gestion des pêches pour des ONG environnementales. Vous avez signé Plus un poisson d'ici 30 ans, c'est aux éditions Les Petits Matins, c'est paru en 2011. Point d'interrogation. Point d'interrogation, exactement. Plus un poisson d'ici 30 ans, point d'interrogation. Et vous êtes par ailleurs ancien militant de Greenpeace. Oui. C'est bien ça? Parfait. Alors, messieurs, peut-être un mot sur ce film. On a un petit peu le sentiment que la structuration de la filière pêche s'est un peu faite dans la douleur. Comment est-ce que vous l'expliquez, Alain Cadec? Elle s'est faite dans la douleur parce qu'il y a eu des périodes pas si lointaines que ça où il a fallu prendre des décisions difficiles. Je pense notamment à la casse d'un certain nombre de navires, qui a évidemment provoqué la colère des pêcheurs, puisque c'était quand même leur outil de travail. Donc ça a été compliqué. Mais tout ça, c'est venu grâce, je dirais, à la politique commune de la pêche, grâce à l'Europe. L'Europe qui a mis en place toutes ces règles, alors qui évidemment ont provoqué des réactions, et c'était normal. Mais ces règles étaient nécessaires. Hubert Carré, c'était nécessaire de mettre en place ces quotas? Je crois qu'il était nécessaire de mettre une politique, et la politique commune de la pêche ne se résume pas à des tacs et des quotas. Heureusement, je crois que le film fait un constat qui est juste, qui est partagé d'ailleurs par les pêcheurs qui ont été interviewés. Et effectivement, il était temps de faire quelque chose. Et il ne faut pas oublier que 1945, c'était la France qu'il fallait redresser. On a fait appel aux agriculteurs et aux pêcheurs pour nourrir la population, il ne faut pas l'oublier. Et donc le pêcheur a une fonction nourricière. Après, effectivement, ça s'est un petit peu gâté dans les années 60, jusque dans les années 80, où il n'y a pas eu de politique commune de la pêche. Donc il était nécessaire, effectivement, un peu de cadrer tout cela. Tout à fait. Stéphane Baucher, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette prise de conscience de cette surpêche? Les pêcheurs eux-mêmes en témoignent, hein. C'est-à-dire que ce qui est transversal dans le documentaire, c'est une certaine inquiétude par rapport à l'avenir, c'est aussi une certaine nostalgie par rapport à une période où il y avait la perception au moins qu'il y avait plus de poissons avant, et puis après des constats vraiment très précis par certaines pêcheries, au niveau des volumes de capture, mais surtout au niveau de la taille moyenne des captures, où là on a commencé il y a une douzaine d'années à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc il fallait de toute façon, Frédéric Lemanac, en passer par là. Il y a eu finalement une convergence générale dans l'idée il faut réguler pour pouvoir avoir une pêche durable ou pas? Oui, bien sûr, il faut réguler. Au niveau des quotas, c'est déjà certain, et c'est un outil scientifique qui est important, mais il faut aussi réguler au niveau des méthodes de pêche qu'on utilise et de l'effort de pêche qu'on met en œuvre, puisque si on met des quotas pour un effort de pêche qui est beaucoup trop important,
on a un souci. Donc il faut réguler cette activité à plusieurs niveaux différents. Alors on va revenir justement sur cette question de la régulation. Je voudrais juste qu'on revienne sur un épisode qui est quand même assez fort dans le film. C'est l'incendie du Parlement de Bretagne en 92, l'envahissement du marché de Rungis. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à un paroxysme de violence comme celui-là? Hubert Carré, vous étiez où à l'époque, vous, en 92? Moi, j'étais chef du quartier du Guilvinec. Voilà, donc c'est du Guilvinec que j'ai vu partir les cars et les pêcheurs. Je pense que, vous savez, c'est comme dans un Astérix, le ciel leur est tombé sur la tête fin décembre 92. Je me souviendrai toujours où moi j'ai pris mon poste en septembre 92. Alors certains ont dit que j'étais le vilain petit canard, mais on a vu les cours s'effondrer et les pêcheurs ont dit c'est pas grave, on a déjà connu ça. Les cours vont reprendre à Noël et les cours n'ont pas repris à Noël. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mondialisation et les pêcheurs ont été certainement les premiers à être impactés par la mondialisation. Oui. Et ça, quand vous l'avez vu, à un moment, c'est quoi? C'est un tournant. Il est nécessaire à ce moment-là de reprendre les rênes et de faire de la politique? Non, le tournant, c'est plutôt déjà la fin d'un modèle économique. C'est surtout en 1945, on a dit vous ne viderez pas les océans, pêchez, et il n'y aura pas de problème et vous allez vous enrichir. Alors, on a vu que malheureusement, il y a eu un effondrement des stocks. Et puis, c'est pas forcément l'effondrement des stocks, c'est surtout le fait que le poisson ne se vendait plus. Et ça a été très bien dit par un représentant. C'est-à-dire, ils se sont endettés, ils pensaient que le modèle économique allait les protéger. Et puis, quand on a vu arriver de la lotte venant du Canada ou du merlu d'Argentine moins cher à Rungis qu'à la première vente à Lorient ou à Boulogne-sur-Mer ou au Guilvinec, effectivement, ça leur a fait tout le rôle. Est-ce que, Stéphane Baucher, on est sorti de cette période-là? Oui, on est sorti de cette période-là. La chronologie évoquée par Hubert Carré, oui, effectivement, pleine prise de conscience de la crise dans les années 80. Ensuite, on a eu des réformes successives de la PCP, mais les premières... la politique commune de la pêche, pardon. Les premières réformes, en fait, on faisait du pilotage des stocks un petit peu à vue, avec ce qu'on appelle une approche de précaution. Une approche de précaution qui, en fait, le mot précaution n'est pas très très clairement défini. Ça me rappelle un peu les parents, dont moi d'ailleurs, quand on va à la plage et on dit aux gamins vous pouvez aller vous baigner mais pas trop loin, quoi. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a eu la réforme de 93 où là, pour la première fois, la PCP répondait à une question qui n'avait jamais été posée. Est-ce qu'on peut pêcher au-delà de ce que sont en mesure de produire les océans? C'est à travers le fameux RMD, le rendement maximal durable. En gros, c'est le volume de capture que l'on peut prélever sur un stock sans remettre en question la reproduction naturelle de ce stock. Et à partir du moment où on a eu cet outil de pilotage, là, les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire qu'effectivement, le nombre de stocks surpêchés a diminué depuis la mise en œuvre de cette PCP. Certes, on est encore assez loin de l'objectif, puisqu'on est normalement avec un objectif de tous les stocks au RMD en 2020. Il nous en reste encore une quarantaine de pourcents qui sont au-dessus, dont une vingtaine de pourcents qui sont assez problématiques. Mais indiscutablement, il y a eu un progrès depuis 93-94. Et alors la raison de cette surpêche donc, à l'époque, Frédéric Lemanac, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait subventionné des chalutiers qui sont en capacité, comme le dit très bien un pêcheur dans le documentaire, de vider la Méditerranée en une année? Pour nous, les subventions, c'est clairement un problème qui a causé de la surcapacité de pêche. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques au monde, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple, ont montré que les subventions pouvaient être néfastes. Certaines subventions sont bonnes, mais la majorité des subventions est néfaste. Et donc pour nous, c'est clairement un sujet sur lequel il faut de la transparence et de la vision, quoi. On ne peut pas avoir une politique publique de la pêche qui est efficace, qui préserve les emplois et la ressource si on ne sait pas comment l'argent est utilisé. Et effectivement, dans le passé, on s'est retrouvé avec des aberrations en termes de subventionnement. On s'est retrouvé avec des bateaux qui étaient beaucoup trop efficaces. Je vais être un petit peu plus nuancé que mon collègue Stéphane à côté, parce que mais j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à apprendre de nos erreurs. Et actuellement, on voit en Europe que la Commission européenne et les autres institutions européennes se sont quand même lancées à corps perdu dans la pêche électrique, qu'on est en train d'arrêter. Oui, on va y revenir. On y revient. On va y revenir. On va faire un point spécifique sur la pêche électrique. Le Parlement européen l'a rejeté massivement. Merci Alain Cadec. Par un vote le 16 janvier 2018. Mais on va y revenir. Mais ça a été très massivement subventionné. C'est des dizaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour la promotion de cette technique de pêche. Alain Cadec, quand on voit dans le documentaire qu'on a subventionné des chalutiers,
Et on a subventionné, C'est fini. et on a subventionné, Fini. d'accord, mais on a subventionné leur destruction quelques années plus tard. Oui, ça peut Est-ce paraître- que vraiment on a autant d'argent au niveau européen Bah, qu'on peut se permettre ce on en genre de avait peut-être à gabegie? l'époque, mais aujourd'hui, on n'en a plus autant. Oui, mais alors comment est-ce qu'on a mais pu à en l'époque, arriver il là? fallait prendre des décisions difficiles, certes. C'était de casser des navires, c'est ce qui a été fait. Pour préserver la pour, ressource. pour diminuer, en tous les cas, la pression sur la ressource, pour diminuer la flotte. Hubert Carré, quand vous voyez cet épisode-là, donc de subventionnement puis de destruction, toujours subventionné de ces chalutiers, c'est-à-dire qu'au côté européen, en fait, on a fait une volte-face et qu'on est en train de revenir sur ce qu'on a prôné pendant des années en termes de pêche ou pas? Non, je crois que c'est la preuve justement qu'on peut changer d'avis quand on a un nouveau regard sur une situation. Et c'est vrai que la recherche scientifique a fait d'énormes progrès. Et on a surtout été dans un partage et un partenariat pêcheurs-scientifiques qui a fait qu'on a mieux expertisé la ressource. Et c'est à partir des constats scientifiques et des constats partagés qu'on a pu adopter l'effort de pêche. Il y a eu un changement de culture chez les pêcheurs? Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors ça n'a pas été facile, Bien sûr. il faut l'avouer, ça n'a pas été facile. Mais avec les nouvelles générations, oui, il y a eu ce partage. Comme on voit très bien, les pêcheurs ont été les premiers à alerter sur les conséquences du réchauffement climatique. Quand vous voyez du poisson de la côte ouest africaine qui arrive jusqu'au Ratsin, des vous vigies, vous dites que Deviennent des lanceurs d'alerte. les lanceurs d'alerte ou des sentinelles de la Des thons mer, rouges en baie de Saint-Brieuc. voilà. Des Voilà. thons rouges en baie de Saint-Brieuc. Alors ça, il y en ça avait empêche, avant quand oui. même. D'accord. Ça empêche, oui. Donc ça veut bien dire que l'élément important, c'est que vous ne pouvez adapter votre effort de pêche que si préalablement vous avez une bonne connaissance. Et c'est une des difficultés, c'est qu'on ne connaît pas tous les stocks, on ne peut pas expertiser encore tous les stocks. Et c'est là où effectivement les subventions, on en a besoin, parce que je ne partage pas du tout l'avis. Moi je pense que les subventions peuvent être une bonne chose dans certains cas. Voilà. Je rappelle exactement qu'on ce qu'on subventionne pas, l'Europe ne subventionne pas la construction de navires, qu'on torde le cou à cette idée. Alors on subventionne quoi? On subventionne la recherche, on subventionne un certain nombre de choses, notamment, Hubert parlait des scientifiques tout de suite, c'est vrai qu'il y a un travail important entre le monde scientifique et le monde des pêcheurs. Je pense à Ifremer notamment, et le CIEM et un certain nombre d'organismes qui travaillent directement avec les pêcheurs, justement pour bien analyser les stocks et pour dire quel stock est en danger et quel stock est en bon état. Mais On voit pourtant, bien ce qui se pendant passe des années, actuellement sur le bar, par on est exemple. bien d'accord qu'on a quand même mis en avant cette pêche industrielle qui fait qu'aujourd'hui, on a quoi 20 000 pêcheurs et qu'on a des capacités en fait, de pêche qui sont énormes. Ça a été la politique européenne. Comment est-ce qu'on doit la qualifier à l'époque? La politique européenne, elle commence en 1982. Oui, Je le rappelle quand même, hein, l'Europe bleue. l'Europe bleue. L'Europe bleue, elle commence en 1982. Et après, elle a mis du temps à se mettre en place. Mais aujourd'hui, l'espace maritime européen est sans doute, vous ne me contredirez pas, je pense, l'espace maritime le plus organisé, le plus contrôlé, avec l'Australie sans doute, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, quelques autres pays de cette nature. Mais c'est tout, c'est l'endroit le plus réglementé. C'est l'espace Certes, mais c'est maritime vrai que européen. par rapport au nombre d'emplois qui pouvaient exister il y Ça a a diminué de quelques manière dizaines d'années, significative. là on a quand même, et on le voit bien dans le film, on a quand même favorisé une production industrielle. Qu'est-ce que vous en dites, Frédéric Non, Cabanel? il n'y a pas de production industrielle en France. Parce Ça qu'il n'existe faut pas, bien se mettre d'accord. La production industrielle, ce serait des bateaux de 100 mètres avec des Mais c'est pas ça. usines à bord. En Non, France, non, il n'y en a pas. D'accord. globalement, on a quand même les bateaux que vous avez pu voir sur le film. C'est des bateaux qui font entre 16 et voilà, les bateaux qu'on 24 voit là. mètres, Et 24 mètres. Et 24 mètres, On a, c'est ça, on a quand même des bateaux qui font plus de 24 mètres en Oui, France. Il y en a d'accord, qui mais- vont pêcher assez Oui, loin. Il y a Oui, les mais c'est pas bateaux la pêche tonniers industrielle au sens où on peut l'entendre. des tonniers qui pêchent dans le canal du Mozambique qui font 80 mètres, qui Ah oui, font vous parlez 90 mètres de long. Ne me dites pas que c'est de la oui, pêche oui, artisanale. sur les C'est quand autres. même Non, de mais la c'est pêche pas la pêche industrielle. industrielle non plus. Attendez, il faut arrêter. C'est pas avec des pirogues que vous allez chercher, je dirais, les thons. C'est comme quand il y a eu l'histoire sur le thon rouge. Hein, on disait ah oui, il faut privilégier les petits métiers. C'est pas avec un 7,50 m que vous allez chercher du thon rouge qui fait 500 kg au large Non, de mais on peut Baléares. en pêcher Donc, beaucoup il faut plus raison que garder ce aussi, qui est quoi. possible actuellement. Il faut adopter les- Donc, moi, je veux juste Moi, revenir sur deux trucs. excusez-moi, parce je que- parlais de l'espace maritime européen en particulier. Évidemment, on pourra s'intéresser également. Oui, parce que à l'espace les maritime bateaux européen. européens ne sont pas que dans les eaux européennes. Non. Cela étant, il y a des eaux européennes au large de la Réunion, ça vous a pas échappé, Oui. puisque c'est aussi, l'espace l'Europe. maritime français. Exactement. Donc l'Europe, elle a quand même financé la construction de bateaux jusqu'au milieu des années 2000. Donc effectivement, Mais c'est fini maintenant. maintenant c'est terminé. Maintenant, c'est plus possible. Il y a quand même un certain nombre de députés qui demandent une réintroduction de ces aides-là pour la construction. Donc nous, on est contre. Et ce que vous dites, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
J'ai pas dit que toutes les subventions étaient mauvaises, j'ai dit que certaines subventions avaient créé de la surcapacité et de la surpêche, et j'ai aussi dit que certaines subventions étaient bonnes. Et donc là, il y a eu une consultation sur le plan de financement européen, et justement, une de nos remarques, c'était que les financements qui soutiennent la recherche et la collaboration avec les pêcheurs est importante et cruciale, parce qu'on a besoin de connaître les stocks. On connaît l'état des stocks de très peu de populations en Europe. Alors, Stéphane Brochet, moi je voudrais quand même revenir sur... on accuse souvent Bruxelles d'avoir un petit peu le dos large vis-à-vis des lobbies. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce qu'il est vrai que les parlementaires, dont Alain Cadec aujourd'hui, ou le Conseil qui représente les États, ou la Commission, sont plutôt en lien avec des lobbies qui représentent cette pêche industrielle plutôt que les artisans? Déjà, la première chose, c'est pour beaucoup fréquenter la capitale belge, Bruxelles, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc il y a les institutions bruxelloises qui se subdivisent, voilà, les trois pôles, la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Il faut savoir qu'en matière de pêche, les grandes décisions reviennent au Conseil, et en particulier... Donc les États. En particulier les États. C'est nos ministres qui décident de combien de tonnes on va pêcher l'année prochaine. Ça se passe en décembre, c'est le fameux marathon. Mais voilà, il n'y a pas de Bruxelles. Par contre, dans cette répartition des responsabilités qui s'est affinée depuis 82, depuis la mise en place de la politique commune de la pêche, dans cette répartition, il y a une chose qui, pour moi, a fondamentalement changé, c'est que cette fameuse surpêche dont on a parlé, surpêche c'est un mot très moche, j'en conviens volontiers, mais cette fameuse surpêche, pour moi, elle a changé de camp. C'est-à-dire que, autant, jusque dans les années 90, la surpêche pouvait être l'œuvre de dérives individuelles plus ou moins organisées ou pas organisées de la part des pêcheurs, autant, depuis qu'on a mis en place la nouvelle PCP, pour moi, la surpêche, elle a complètement changé de camp. C'est-à-dire que c'est les décideurs politiques qui ont les clés, et c'est eux qui accordent actuellement, pour moi, des quotas trop importants par rapport au renouvellement des stocks. Hubert soulignait tout à l'heure qu'il y avait eu un changement culturel dans le monde de la pêche. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins de cas individuels. Le gars qui va aller pêcher 2 fois ce qu'il aurait dû ramener, c'est des choses qu'on ne voit plus que très marginalement. En revanche, depuis, la connaissance scientifique des stocks s'est considérablement améliorée. Donc on a de plus en plus de connaissances, on connaît de plus en plus précisément les stocks, on connaît de plus en plus de stocks, même si c'est vrai qu'il faudrait qu'on en connaisse plus. Donc, à mon avis, c'est dans la marge de liberté que s'accordent nos ministres par rapport à l'avis scientifique que se situe le nœud de la surpêche. Je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village. Stéphane, on disait tout de suite que tout était décidé par le Conseil, certes pour les TAC et les quotas, mais pour tout le reste, désormais, et depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, ça se passe en codécision. Oui. C'est quand même le Parlement qui travaille. Mais les TAC et quotas, c'est un gros indicateur. Je comprends, c'est du ressort du Conseil. Mais la politique commune de la pêche, c'est le Parlement. Et je ne peux pas laisser dire quand même que les décisions qui sont prises en fin d'année soient disproportionnées par rapport aux avis scientifiques. Je ne peux pas dire que c'est la foire chaque année et que les pêcheurs sont gagnants. Voilà. Je n'ai pas parlé de foire, j'ai parlé de marge de négociation et de liberté que s'accordent les politiques. Ouais, je crois qu'ils s'en accordent de moins en moins. S'ils s'en accordaient aussi peu que ça, je pense que tous les stocks seraient au RMD dès cette année. Alors il y a un débat, et on a commencé tout à l'heure à en parler, qui a largement dépassé les frontières du Cénacle bruxellois. Ces derniers mois, c'est celui donc de la pêche électrique. Les pêcheurs néerlandais sont en pointe sur cette technologie qui permet d'envoyer des décharges électriques dans les sols pour dénoger les poissons plats qui se prennent ensuite dans leur filet. Janvier 2018, les parlementaires, Alain Cadec, européens, votent un amendement qui interdit cette pratique, mais les pêcheurs néerlandais ne l'entendent pas du tout de cette oreille. On écoute. Nous allons devoir nous reprendre, imaginer autre chose. Mais une chose est sûre, nous allons continuer à pêcher. Les Français peuvent croire que nous allons arrêter, mais nous n'arrêterons pas. Nous pêchons dans la mer du Nord depuis des siècles et nous le faisons de manière toujours plus durable. Donc si les Français pensent que nous allons arrêter, ils rêvent. Nous avons une grande partie du quota européen de la pêche à la sole que nous continuerons à pêcher. Mais nous serons peut-être forcés de le faire autrement. Peut-être que nous ressortirons plus forts de cette bataille, je ne sais pas. Alors, pour être clair pour nos téléspectateurs, donc les parlementaires ont voté l'interdiction, mais là, aujourd'hui, vous entrez en négociation avec le Conseil, donc les États et la Commission européenne. Autant dire que c'est pas gagné, quoi. Non, mais déjà, il faut tordre le cou à l'idée que c'est une guerre franco-néerlandaise. Pas ça du tout. Au Parlement européen, l'amendement a été voté par 404 députés.
Sur sur 750. Il y en a 232 qui ont voté contre, les autres se sont abstenus. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas 404 députés français au Parlement européen, on est 74. En quoi elle pose problème, cette pêche? En quoi elle pose problème? Parce que il y a des atteintes à la biodiversité et à l'environnement qui sont incontestables et incontestées. Alors, il y a des études qui disent le contraire. Moi, je crois plutôt les études qui prouvent que cette pêche, elle est néfaste, à la fois aux juvéniles, à la fois aux crustacés, et qu'elle est dévastatrice, c'est très clair, et qu'elle prend beaucoup de poissons. Et donc, je pense que cette interdiction que nous avons votée au Parlement, comme je vous le disais tout de suite, à une large majorité, elle est absolument nécessaire. Mais alors, comment expliquer que la proposition de la Commission soit, Stéphane Baucher, de continuer et de développer cette pêche, si elle est à ce point destructive? Je suis incapable de répondre à votre question. Moi, je me contenterai d'avoir un seul commentaire. Cette technique de pêche, elle incarne pour moi une réflexion que j'ai depuis très longtemps, c'est-à-dire en matière de pêche, comme en beaucoup d'autres, mais puisqu'on parle de pêche, restons-en là, il faut savoir, est-ce qu'à partir du moment où quelque chose est techniquement faisable, est-ce que c'est éthiquement acceptable? Et pourquoi, tout à l'heure, on échangeait avec Alain Cadec, pourquoi, alors que le public français est assez éloigné des questions pêche, pourquoi il y a eu une focalisation sur cette question-là? Mais intuitivement, les gens voient ça à la télé, ils disent quoi? On envoie de l'électricité pour aller attraper des solettes. Mais intuitivement, les gens se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, pour moi, c'est cette espèce de confrontation entre le techniquement faisable et l'éthiquement acceptable, quoi. Effectivement, je pense qu'il y a une ligne rouge qui est franchie quand on parle d'utilisation d'électricité dans la nature, mais il n'y a pas d'études qui montrent que c'est bien. Il y a des études qui montrent que c'est moins mauvais que la pire des méthodes qui est utilisée en mer du Nord, qui est le chalut à perche. Donc c'est des chaluts de fond qui sont équipés de chaînes métalliques qui vont gratter le sédiment. Donc ça a un impact colossal sur l'environnement. Ce qu'on appelle le chalutage profond, ou c'est non, encore autre non, chose? c'est pas profond, c'est un chalut de fond aussi, comme le chalutage profond, avec des chaînes qui vont gratter le sédiment. Ça consomme énormément de carburant, ça détruit quand même beaucoup les habitats. Et donc, dans les années 2000, les Néerlandais qui utilisaient cette technique-là avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ils ont dû changer. Et ils se sont dit, la pêche électrique, c'est formidable, on va réduire de 50% notre consommation de carburant. Et en plus, l'engin étant marginal. Ce qui est vrai. Alors, en fait, on se rend compte que dans le détail, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il capture aussi moins de poissons. Donc, quand on fait le ratio par kilo de poisson, on est pareil. Mais après, on rentre vraiment dans des trucs techniques. Donc, il y a beaucoup de carburant, beaucoup moins de carburant qui est consommé. Et vu que l'engin est marginalement plus léger que l'ancien, il détruit marginalement moins l'habitat. Et donc c'est pour ça aussi que la Commission européenne a décidé de se lancer à corps perdu là-dedans. Et ce qu'on a vu... Alors que la Chine l'avait interdit. Alors il y a la Chine, il y a le Brésil qui l'a interdit, les États-Unis. L'Europe l'avait interdit en 2006. Oui. Non, on est interdit en 98. Après, même avant. En 98. C'est en 2006 qu'ils ont autorisé des dérogations. Et après, les Pays-Bas ont demandé ce qu'on appelle des dérogations, évidemment, et ils ont utilisé. Ils se sont dit, on va faire ça sous le régime d'un projet pilote. Ouais. Alors, un projet pilote, ça devait représenter 5% de la flotte, en l'occurrence entre 15 et 18 navires. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont accordé 84 licences, ce qui est évidemment dramatique, tout simplement. Hubert Carré, aussi, les bateaux français, en fait, n'utilisent pas cette méthode. Non, les bateaux français n'utilisent pas cette méthode. L'autre élément aussi, c'est que, et c'est pour ça que certains de nos pêcheurs français de Dunkerque, Calais et Boulogne sont montés au créneau, c'est que les Hollandais ont pu reconquérir des zones qu'ils avaient abandonnées, c'est-à-dire le sud de la Manche Est, de la mer du Nord, parce que leur engin très très lourd faisait qu'ils soient enfoncés dans le sable et le substrat et ne pouvaient plus pêcher. Et là, ça leur a permis effectivement de retourner sur ces zones. Voilà, avec un gréement plus léger, ils ont pu récupérer les zones qu'ils avaient abandonnées. Et effectivement, là, il y avait des pêcheurs français qui pêchaient depuis une vingtaine d'années. Voilà. Alors, il y a un message fort du Parlement européen, c'est qu'on ne veut pas le développement de la pêche électrique sur la totalité des côtes européennes. Parce que c'était ça aussi le risque. Il y a d'autres endroits où on peut le pratiquer. Et ça, aujourd'hui, on ne le veut pas. Alors, il y a eu un autre sujet qui a aussi, là, pour le coup, il y a eu un petit peu plus de tergiversation côté français. Ça a été justement le chalutage en eau profonde, qui a finalement été interdit. Au niveau de la délégation sur les 74 députés, c'était pas très clair. Il y en avait qui étaient plutôt pour dire on interdit, d'autres qui disaient oui, mais bon, autant sur la pêche électrique, l'intégralité de la délégation était d'accord. On a trouvé un compromis. Voilà, il a fallu trouver un compromis, ça n'a pas été simple. Quoi qu'il en soit, il y a eu après donc un feuilleton à rebondissement, une interdiction du chalutage profond au-delà de 800 mètres. Et là, pourquoi? C'est parce que les chalutiers français, finalement, l'utilisent.
Alain Cadec. Je dirais l'utilisait, puisque le gros armement, en fait, c'est la Scapèche qui travaillait ce genre de poisson, qui travaille beaucoup moins maintenant. Et donc, le problème se pose beaucoup moins en réalité, puisque de par les décisions qui ont été prises, qui ont été proposées par le Parlement européen et qui ont été prises ensuite, aujourd'hui, elle est sans doute moins rentable, cette pêche, je pense. Et de toute façon, il était nécessaire de prendre des mesures. Quand on sait que la maturité sexuelle de reproduction d'un sabre, c'est aux alentours de 30-35 ans, on peut se poser des questions quand il y a des quantités importantes qui sont prises. Donc il était nécessaire de prendre des mesures. Nous les avons prises en compromis, vous avez raison, voilà. Laura. Frédéric Lemanac, là on voit, alors il y a eu le chalutage profond, il y a la pêche électrique, mais finalement vous êtes obligé de vous attaquer à un dossier, puis un dossier, puis un dossier, mais des pratiques de ce genre, on en invente régulièrement encore ou pas? Oui, on a l'imagination assez fertile, hein. Donc pour le moment c'est la pêche électrique, peut-être que dans 5 ou 10 ans on verra autre chose, on n'espère pas, mais en tout cas nous on a des retours aussi des pêcheurs en France et dans d'autres pays européens qui sont assez inquiets par rapport à d'autres pratiques de pêche, comme par exemple la Seine danoise, puisque là encore, c'est une méthode de pêche qui permet de se rapprocher des côtes et donc d'entrer en conflit d'usage entre la pêche industrielle, j'utilise le mot, et la pêche côtière plus artisanale. Et donc ces conflits-là, ils sont vraiment très présents dans la bande côtière, et ces nouvelles techniques de pêche qui sont très efficaces pour capturer le poisson et qui permettent aussi d'augmenter les marges parce qu'elles consomment moins de carburant, sont... Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, Hubert le disait tout à l'heure, il y a une prise de conscience des pêcheurs, aujourd'hui. Ils ont bien compris qu'il fallait préserver la ressource. Plus de ressources, plus de poissons, plus de pêcheurs. Donc évidemment, s'il n'y avait pas eu de PCP depuis 82, à mon avis, c'est ce que je pense, aujourd'hui, il n'y aurait plus de pêche en Europe. Il n'y aurait plus rien. Attendu que nous ne parlons pas de la Méditerranée, quoi. Non, Voilà. Excuse-moi. Pourquoi? Parce que la Méditerranée... C'est le grand impensé de la politique commune de la pêche. Parce que la Méditerranée n'est pas gérée par les politiques communes de la pêche? Mais bon, voilà. C'est un règlement spécifique. Demain matin, en commission de la pêche, on va avoir un plan pluriannuel pour la Méditerranée. Mais typiquement pour la Méditerranée. Je rappelle que la Méditerranée, ce n'est pas simplement l'Europe. C'est aussi d'autres pays. Oui, c'est aussi les pays d'Afrique. D'autres pays. Pourquoi ne pas avoir, Stéphane Mochet, intégré la Méditerranée dans le plan commun de pêche? La Méditerranée, elle présente des caractéristiques. S'il vous plaît. Il n'y a pas de zone économique exclusive en Méditerranée, trop petit. Tout ça se chevauche beaucoup trop. Il n'y a pas de TAC et quota en Méditerranée, à part sur les tonidés. On est sur du quota d'effort, c'est-à-dire en gros du jour de pêche. On autorise des jours de pêche censés correspondre à des tonnages de capture. Et donc, voilà. Et le taux qu'on évoquait tout à l'heure de 40% de poissons qui sont pêchés au-delà du RMD, ça c'est pour l'Atlantique. En Méditerranée, on est à 90% et plus. 90% et plus. Non, mais la Méditerranée, ça veut dire qu'on est en train de vider la Méditerranée de ses ressources? Elle est complètement sinistrée. Enfin, si je prends par exemple le stock de mulets dans le golfe du Lion, on est à 12 fois le rendement maximal durable. C'est-à-dire qu'on a une surpêche de 1100%. Donc, 1100%. Voilà. Comment est-ce qu'on a pu, Hubert Carré, en arriver là sur la Méditerranée? Comment est-ce qu'on peut, à ce point, en fait, être dans une surpêche? Alors je dirais qu'il y a toujours eu de la surpêche en Méditerranée. Et puis surtout, il y a un élément, c'est que la Méditerranée, c'est quand même une mer fermée qui se renouvelle peu, avec des pays qui n'ont pas fait tous les efforts possibles et imaginables pour la qualité de l'eau. Et on s'aperçoit qu'actuellement, on est dans une saturation. Les programmes, on a vu depuis 4-5 ans, on a la sardine qui grossit pas, on a l'anchois qui grossit pas. Ça veut bien dire qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'eau et de la qualité de la nourriture. Bon, alors effectivement, et là on rejoint un peu d'autres espèces, c'est sûr que si vous exercez toujours la même ponction, alors que vous avez un stock qui est en difficulté pour d'autres facteurs, eh bien ça pose des difficultés. Et là, pour le coup, il n'y a pas de politique commune, comme on est là, il y a une volonté du commissaire européen de s'attaquer au sujet. Y compris avec les pays de l'autre côté, de l'autre rive de Méditerranée, c'est bien la problématique. Il y a des négociations au niveau de la Méditerranée, largement. C'est-à-dire c'est des organisations régionales de gestion des pêches, c'est-à-dire qui regroupent les pays intervenants sur un bassin, quelle que soit leur appartenance politique ou non à l'Union européenne. Et donc là, on a un organisme en Méditerranée qui s'appelle la conférence, la CRGP, la conférence régionale des pêches méditerranéennes, qui, elle, est là pour justement intégrer aussi les points de vue des Égyptiens, des Tunisiens, des Turcs, des Italiens, des Français, des Espagnols. Mais bon, elle a un travail colossal. Alors, pour avancer un peu, quand on parle de pêche durable, c'est quoi, dans votre idée? Est-ce qu'il
du coup, il faut revenir à quelque chose comme la pêche côtière, qui soit un petit peu plus limitée en termes de ponction, ou est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer pas forcément très industriel, c'est-à-dire pas les bateaux de 80 mètres. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer une pêche durable qui soit respectueuse de l'environnement, qui permet un renouvellement de la ressource et qui permet aux pêcheurs en fait, de vivre à peu près correctement. Peut-être Hubert Carré. Il n'y a pas de mauvais bateaux, il n'y a pas de mauvais engins, simplement il faut une adéquation. Par exemple, les Africains sont nourris à base de chinchard et de maquereaux qui sont pêchés par des armements français qui pêchent en mer du Nord. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. La force de la France, c'est d'avoir une pluriactivité répartie sur un territoire quand même qui est assez vaste, de Dunkerque, je dirais, jusqu'à la Méditerranée, jusqu'en Corse. Donc ça veut bien dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais là, un chiffre que je vais vous mettre en perspective, c'est que les Français n'ont jamais mangé autant de poissons. On est à 35 kilos de poissons par habitant et par an. Et c'est que la France, elle n'apporte que 20%. Ah oui, d'accord. À peine, même à peine. C'est-à-dire que tout provient de l'importation. Ça veut dire qu'on n'est pas en capacité, on n'est pas autonome dans cette production, alors même qu'on a un des plus grands littoraux d'Europe. 65% du L'Europe poisson est le plus grand marché mondial d'importation de produits de la mer. 65% des produits de la pêche et de l'aquaculture consommés en Europe viennent de l'extérieur, ne sont pas des produits européens parce qu'on n'en a pas assez. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on tombe dans ces excès. C'est pour ça qu'on fait. Alors, la question est, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas, comme certains pays d'Europe, à l'aquaculture ? C'est pas forcément la solution non plus. Ah bon on voit des dérives avec certaines fermes d'aquaculture extrêmement intensives en Norvège, puis au Chili. Sur le saumon, entre autres. Voilà, sur le saumon. Et donc, l'aquaculture, c'est comme pour l'élevage et l'agriculture. En fait, développer un réseau d'aquaculture qui prend soin de la ressource, qui produit un poisson de bonne qualité, oui. Avoir des énormes fermes qui utilisent des antibiotiques à tout va. Et puis par ailleurs, voilà, ils étaient nourris aussi. On disait 1 kilo de poisson d'aquaculture, c'est 2 kilos, voire 3 kilos. Voilà, donc ça s'améliore, mais il y a toujours 20%. Il y a toujours 20% du poisson capturé chaque année qui est réduit en farine en huile pour l'élevage de poissons, pour l'élevage poulet. dans les cages. Donc c'est effectivement du poisson souvent qui va être pêché au large de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Amérique du Sud, là où les communautés côtières ont besoin de ces poissons pour se nourrir. Donc pour nous, la pêche durable, c'est aussi la meilleure utilisation qu'on puisse faire de cette ressource sauvage, et donc fragile. Capturer un poisson sauvage pour le réduire en bouillie et faire du saumon dégueu, désolé pour vous avez le droit de le dire. Pour nous, c'est un problème. Hubert Carré. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que l'aquaculture, c'est une belle création française, parce que c'est grâce à l'Ifremer qu'on a développé l'aquaculture. Malheureusement, on n'avait pas de place et il n'y avait pas une acceptabilité sociale d'avoir de l'aquaculture. Je dirais, dans le milieu naturel, les petits poissons sont mangés par les gros, c'est clair. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on donne du petit poisson réduit en farine à du poisson d'élevage. Après, il faut le faire de manière raisonnée. Et je pense que l'aquaculture française développait proposait un modèle qui malheureusement n'a pas reçu l'écoute. Contrairement à ce qu'on peut avoir en Espagne. Je rappelle quand même que l'aquaculture européenne, c'est 5% de l'aquaculture mondiale. Donc c'est-à-dire quasiment rien. Donc, mais à l'heure... Moi, je pense que sur le plan social, pour moi, c'est pas... Je parle au niveau mondial. Sur le plan social, pour moi, c'est absolument pas un modèle à suivre, l'aquaculture. Enfin, je veux dire. Pour quelle raison ? Sur le plan, ne serait-ce que nombre d'emplois par tonne de poissons ou par centaines de tonnes de poissons dégagés, les conditions de travail de ces gens-là, quand on voit ce qui se passe en Écosse, quand on voit ce qui se passe au Chili, je pense pas que ce soit un exemple à suivre, quoi. Enfin, par ailleurs, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est préserver la communauté des pêcheurs. Je veux dire, on veut conserver. Mais il ne faut pas opposer la petite pêche. Faut pas opposer la petite pêche de moins de 12 mètres avec la pêche de 12 mètres à 24 mètres. Oui, là-dessus, sur le plan durable... Il ne faut pas les opposer. Il faut qu'ils aient des techniques durables, des techniques qui permettent de préserver le RMD. Oui, mais alors ce qui implique pour préserver en fait les stocks, qu'on ait une capacité justement de les piloter un peu ces stocks. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Tout est une question de contrôle. Une petite pêche côtière mal encadrée, mal contrôlée, peut se comporter de manière beaucoup moins durable qu'une grande pêche qui pêche proprement. Voilà, c'est pas une question de taille. D'accord. C'est pas une question de taille, c'est complètement vrai. Tout à fait, la pêche africaine, entre autres, est un bon exemple de pêche non régulée avec des petites pirogues qui ont fait que, ils ont flingué les stocks côtiers. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a les Chinois qui sont arrivés, il y a les Philippins. Mais bien avant. En Mauritanie, dans 15 jours, vous allez voir des bateaux chinois. On voit, en attendant il y a aussi le citoyen au milieu de tout ça qui prend position.
On l'a vu donc sur ces derniers débats, que ce soit pêche en eau profonde ou pêche électrique. Ils prennent position, ils consomment de plus en plus de poissons, une consommation qu'ils espèrent responsable. Quid, comme on le voit en agriculture, du développement des circuits courts, Hubert Carré? Ouf. Non, c'est pareil, c'est exactement pas du tout. C'est que le circuit court n'est pas la panacée, c'est une des modalités pour permettre à un consommateur de consommer du poisson. Mais ils sont pas aussi développés qu'en agriculture, par exemple. Non, mais c'est parce que c'est différent. Voilà, c'est peut-être plus difficile. Je dirais qu'une carotte, une pomme de terre ou un poireau supportent un peu mieux le transport que du poisson. Voilà, au niveau sanitaire. Oui, on peut produire de la carotte à 50 km de Paris. Bon, voilà. Le poisson, c'est plus difficile. Le poisson, c'est plus compliqué. Donc, moi, je crois beaucoup à ça en ce qui concerne toute la consommation côtière, alors que malheureusement. Il y a une grande partie de la consommation côtière qui se fait au supermarché du coin avec du poisson qui vient de Rungis. Et ça, pour moi, c'est un scandale, intellectuellement. Hein. Maintenant, je pense que quand on s'éloigne des côtes, à 50 ou 100 km des côtes, je pense que ça devient beaucoup plus difficile à organiser. Frédéric Lemalac. Oui, non, c'est vrai que je pense que c'est un outil. Le circuit court, c'est un outil, c'est pas la panacée. On peut être d'accord. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut certainement développer parce qu'il y a un potentiel pour le poisson. Oui, mais c'est ce qu'on pratique. Alain Cadec, laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'est ce qu'on peut développer aussi pour l'aquaculture. Nous, on n'est pas, là encore, c'est une question d'échelle. Je pense que l'aquaculture, ça peut être un formidable outil de développement économique, ça peut permettre de créer beaucoup d'emplois et du poisson de bonne qualité, mais il faut le faire de manière pensée. Alain Cadec, vous aurez le mot de la fin. Non, je disais simplement que c'est ce qu'on pratique dans les régions côtières. Ma région, la Bretagne, c'est du circuit court. On mange du poisson local. C'est vrai en Normandie. Mais c'est vrai qu'en zone urbaine, que ce soit à Lyon, à Paris, là où il y a effectivement un capital et où les gens sont prêts à dépenser un peu plus. Là, c'est facile, il n'y a pas de problème. Et c'est de la petite pêche bien souvent. Mais c'est pas vrai partout, c'est pas possible. Non, on a développé avec France Filière Pêche un logo qui s'appelle Pavillon France, et justement pour rétablir dans l'esprit français une certaine traçabilité et je dirais une économie éco-responsable, c'est-à-dire vous mangez du poisson français, pêché par les pêcheurs français, transporté par les pêcheurs français, vendu par des marchands français, et c'est comme ça qu'on peut... Moi, je rêve d'un écolabel européen. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'en rêve. On y travaille ensemble. C'est vous le président de la commission pêche, je le rappelle, au Parlement européen. Voilà, c'est votre mission avant 2019 et les prochaines élections. Merci messieurs d'avoir accepté ce débat et puis d'avoir réussi à débattre en plus sans éclat. C'est vrai que souvent, on entend dire que sur la pêche, c'est toujours un peu compliqué. Merci en tout cas. Je rappelle vos ouvrages. Plus un poisson d'ici 30 ans, point d'interrogation. Stéphane Bauchet, c'est aux éditions Les Petits Matins. Les pêches maritimes françaises 1983-2013, c'est Pascal Le Floch aux éditions Presse universitaire de Rennes. C'est paru en 2017. De la pêche à l'aquaculture. Demain, quel poisson dans nos assiettes? Fabrice Tellecea aux éditions Belin. C'est paru en 2016. Voilà, c'est fini, mais pas de panique. Vous pouvez revoir documentaires et débats en replay et à l'envie sur notre site publicsena.fr. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur notre hashtag UMED. Merci à Aurélie Dafas et à Alexandre Delrieux d'avoir préparé cette émission. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour interroger notre monde en doc. Très belle semaine à tous. Ciao.